Tunisia Bene House vous offre cette émission. C'est un nouveau numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour suivre votre émission matinale sur Guérit TV Monde. C'est donc parti avec les différentes rubriques de cette émission. La revue des titres, c'est tout de suite et maintenant avec Bérangère Boléon. Elle est déjà sur ce plateau. Mesdames et messieurs, Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou. Bonjour amis internautes de Guérit TV Monde. Sans transition, mesdames et messieurs, nous passons à la revue des titres avec Bérangère. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Fraternité qui titre en sa manchette « Pépita du Bénin, l'art et la passion n'ont pas d'âge ». Michel Mondogbessi affirme, je cite, « Tous les enfants sont éligibles à la perquisition, mais c'est à l'apprentissage que nous détectons les meilleurs. » Fin de citation. Le quotidien, le matinal de ce matin titre « Gestion de l'eau et de l'électricité à Parakou et environ, les députés veulent voir clair. Une commission d'enquête parlementaire mise en place. » Dynamisme Info de ce matin titre « Mise en place de commission pour les propos tenus à Parakou, l'inexpérience politique de Akponan veut lui conduire loin. » Le quotidien, l'économiste de ce matin titre « Cœur Samba NCA Banque Bénin 2025-2033, 52 milliards de francs CFA levés pour soutenir les PME. » L'emblème du jour de son côté titre « Face au scandale de l'eau et à l'électricité à Parakou, 10 députés en mission vérité. » Bénin Intelligent de son côté titre « Loi sur la vision 2060, fini l'instabilité des politiques publiques. » L'informateur titre « Dévoilement des candidats pour les présidentielles de 2026. Les partis attendent octobre », s'exclame le quotidien La Nation de ce matin placade cybersécurité et défense. Cotonou accueille un important symposium. Matin libre pour terminer titre levée de l'interdiction d'importation des produits vivriers, encore une manœuvre politique pour 2026, s'exclame le quotidien. Voilà l'essentiel à retenir de la revue des titres de ce jour. Et nous restons toujours avec vous, Bérangère Boléon, et cette fois-ci, nous vous retrouvons dans le bulletin d'information. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place à l'issue de la plénière du lundi 7 juillet 2025. La décision est intervenue suite à des propos controversés de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akponan, laissant croire à des détournements de fonds publics alloués à la fourniture en eau potable et en électricité dans la commune de Parakou et ses environs. Composée de 10 membres, la commission respecte l'équilibre majorité-minorité parlementaire. Le groupe Union progressiste Le Renouveau détient 4 sièges. Les groupes Les Démocrates et Bloc républicain en comptent chacun 3. Qu'ils vous souviennent, mesdames et messieurs, Paulin Akponan, ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, a tenu des propos faisant référence à l'ancien ministre Samou Seydou Adambi, membre du même parti Bloc républicain, le samedi 21 juin 2025 à Titirou, dans la commune de Parakou. Les déclarations du ministre Akponan ont été émaillées et de références répétées au BR, laissant croire qu'il s'exprimait au nom du parti. Le bureau exécutif national du BR a rejeté cette interprétation à travers un communiqué et précisé
qu'aucun mandat n'avait été accordé. Invité de l'émission Focus sur Bénin Télévision sur la thématique Akpona Gate, signe d'une tourmente au BR, le porte-parole du parti Bloc républicain, le ministre conseiller Romaric Ogoualé, s'est exprimé sur le limogeage, les déclarations de l'ancien ministre Akpona et les rumeurs qui courent sur la fragilité du parti présidé par Abdoulaye Biotchadé. Je vous invite à suivre un extrait des propos du porte-parole Romaric Ogoualé. C'est le lieu de féliciter le chef de l'État pour cet acte. Même si c'est un coup reçu par le parti, vous perdez un poste. J'en viens. Parce qu'il lui fallait le délier des réserves, de l'obligation de réserve, de sa charge, pour le permettre. C'est ça la qualité de la gouvernance actuelle avec le président Patrice Talon. Hier, on serait en train de dire oui, non, ainsi de suite. Mais parce que nous sommes sûrs de cette gestion, lorsqu'il y a de ces indicateurs, il faut permettre aux structures à charge de faire la lumière. Donc, au niveau du BR, comme vous le dites, nous, on ne se focalise pas sur cette question. Ce qui est des questions politiques en lien avec le parti, nous les avons déjà réglées. Ce n'est pas un soulagement. Il faut permettre aux camarades d'aller justifier ses propos. On n'a pas à mettre autour de lui une clôture de protection, etc. Non. Si on le fait, on n'est plus républicain. On n'est plus républicain. Si demain, la justice dit qu'il n'y a rien, et la preuve, le camarade, il n'a pas reçu une sanction, autre mesure au niveau du parti. Donc, il demeure un militant du BR. Nous, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, au niveau du BR, nous avons une très grande diversité. Et d'ailleurs, c'est cette diversité qui fait notre force. Et nous avons aussi cette capacité de parler. On n'a pas régenté la parole. Et ceci permet. C'est une option. Oui, oui. C'est une option. Je vous ai dit, c'est une option. Que vous assumez. Donc ne voyez pas la capacité du président Abdoulaye Biotchadé dans ça. C'est une option. Mais, lorsque vous choisissez d'aller et d'agir, vous êtes responsable. Et assumez jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne voyez pas qu'on ait fait l'option de permettre aux gens l'émulsion positive. Et lorsque nous sommes dans les relations humaines, il y a de ces petites situations qui arrivent. C'est notre capacité à gérer et à poursuivre notre marche qui est essentielle pour nous. Je crois que ces propos qu'il a eu à tenir, c'était dans le cadre de l'action gouvernementale. Et vous avez suivi les propos du porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'a jamais eu à évoquer ces questions auprès du chef de l'État. Donc, vous comprenez, s'il n'a pas évoqué auprès du chef de l'État, ce n'est pas au niveau du parti qui va venir l'évoquer. Même si c'est le parti qui l'a proposé? Mais en ce moment, il est dans une fonction républicaine. Et c'est ça, cette démarcation qu'on doit faire aujourd'hui. Lorsque, fut-il membre militant d'un parti, lorsque vous êtes dans une fonction, vous devenez la propriété de toute la République. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, depuis que le président Patrice Talon est là, il dit j'ai de l'école pour les membres du BR ou du IP, où il n'y a pas d'enseignants pour les militants LD. Il travaille pour la République, pour le développement du pays. Et c'est ce qui doit être fait par chacun de nous.
Suite à la délibération des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2025 au Bénin et à leur publication sur la plateforme e-résultats, les candidats ont laissé éclater leur choix. Entre soulagement et fierté, les émotions étaient palpables, des réactions variées, sincères et révélatrices. Notre équipe de rédaction est allée à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages. Suivez-les au micro de Guérit TV Monde. Quand j'ai eu mon bébé, j'étais tout content. Mes parents aussi sont contents parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aller au BEPC pour gagner. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ça et ils n'ont pas eu ça. Mais grâce à Dieu, moi j'ai eu pour moi. Et je suis allé chez mes amis, je leur ai demandé leur avis. Et il y a certains qui ont admis, il y a certains qui ne sont pas admis. Ça m'a étonné, mais pour moi, il est déjà passé. Je sais que le BEPC de saison 2025, moi je suis déjà quitté dedans. J'attends mon bac maintenant pour devenir quelque chose que Dieu m'a promis. Très, très heureux. J'étais, en disant j'étais le plus heureux, quoi. Parce que mon père n'imaginait pas que moi je serais admis. Et ça m'a donné de l'envie de faire ce que je veux. Mon papa, si tu me regardes actuellement, je sais que tu vas aimer cette vidéo. Sache que je suis heureux sur mon bac. Par rapport à l'examen de cette année, ça s'est très bien passé. Les épreuves étaient abordables. Et à la proclamation des résultats, j'ai été admis par la grâce de Dieu. J'étais très heureuse d'avoir entendu mes résultats. Comme j'étais admise, j'étais très heureuse. Donc, mes parents aussi étaient très heureux. Ce bulletin d'information se poursuit. 2 agents de l'association interprofessionnelle du coton AIC ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Natitengou ce lundi 7 juillet 2025 après leur présentation devant le procureur. Ils sont accusés de détournement de semences de coton dans la commune de Kéro. Il s'agit de Sinan Yorogui, Bio Adam, coordonnateur de l'AIC pour Kéro Centre, et de Oro Wassa Nassirou, son superviseur. Selon les sources proches de l'enquête, les 2 hommes sont impliqués dans le détournement de 5 tonnes de semences de coton destinées aux producteurs locaux dans le cadre de la campagne agricole en cours. Une 3e personne est également citée dans cette affaire, mais n'a pas encore été placée sous mandat de dépôt. Les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur l'ensemble du réseau impliqué dans cette affaire qui teigne l'image du secteur cotonnier béninois. La prochaine audience est prévue pour le vendredi 11 juillet 2025, date à laquelle de nouveaux éléments pourraient être révélés. Hors de nos frontières, la certitude d'une candidature de Paul Biya fait divergence au sein du gouvernement. Plus d'une vingtaine de candidatures sont déjà annoncées pour l'élection présidentielle. Parmi les prétendants, les principales figures de l'opposition, mais aussi de nouveaux visages de la société civile. Dans le camp du président, il y a encore d'incertitudes. Faouzia Sefou. En moins de 24 heures sur l'antenne RFI, sur la même question, celle de la candidature ou non du président Paul Biya à sa propre succession, 2 avis relativement distincts ont émané de personnalités se revendiquant proches du président. Pour René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le oui comme le non sont aujourd'hui égale valeur, 50-50, selon son expression employée sur RFI. Cette sortie abondamment commentée dans les médias et les réseaux sociaux au Cameroun a entraîné une sorte de mise au point, voulue aussi énergique que possible de la part d'une autre figure influente du SRAI. Il s'agit de Jacques Femdongo, secrétaire à la communication du RDPC, le parti au pouvoir, et non moins ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Pour le porte-parole du RDPC, Paul Biya est le candidat du parti et de manière absolue, a-t-il affirmé sur les antennes quelques heures seulement après l'intervention de son collègue du gouvernement. Une sortie corrective qui résonne avec un accent de divergence. Alors Paul Biya lui-même garde encore le silence sur la question à peine 3 mois avant cette élection présidentielle.
Le président va l'annoncer bientôt, assure néanmoins Jacques Femdongo, qui ne dit rien en revanche de la forme que prendra cette annonce. Un congrès, une saisie de l'une des instances du parti, le bureau politique ou le comité central, ou alors un simple communiqué de presse. Pour l'heure, nul ne le sait. Rendons-nous à présent au Kenya. Manifestation de la journée Saba Saba au Kenya. Au moins 10 morts. Une nouvelle journée de mobilisation meurtrière au Kenya. Au moins 10 personnes ont été tuées et 29 blessés selon un bilan fourni au soir de ce lundi 7 juillet par la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya. À Nairobi, la police était massivement déployée pour empêcher ces rassemblements organisés pour commémorer les 35 ans de Saba Saba le 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans se sont soulevés pour exiger le retour de la démocratie durant les années sombres du régime autocratique de Daniel Arap Moi. La police kenyane annonce avoir arrêté 567 personnes. Le bilan de la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya concerne 17 comtés dans le pays. La mobilisation ne s'est pas limitée à Nairobi, la capitale, dont le centre-ville a été déserté ce lundi matin. Les principaux axes permettant d'y accéder ont été bloqués par les forces de l'ordre. C'est là que convergent traditionnellement les manifestants. En périphérique de la capitale, toutefois, les affrontements ont été signalés à partir de midi entre forces de l'ordre et jeunes manifestants qui tentaient d'avancer en scandant « Ruto doit partir ». Si Saba Saba, le mouvement de lutte contre le régime répressif de Daniel, est commémoré tous les 7 juillet, cette année, la tonalité est particulière puisque cet hommage coïncide avec une vague de contestation contre la politique de William Ruto, vague violemment réprimée. Dans son communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme note également la présence lors des manifestations de bandes criminelles maniant des armes rudimentaires, dont des fouets ou des bois, et précise qu'à Nairobi, la capitale, ces bandes cagoulées ont été vues opérant aux côtés de la police. Depuis le début du mouvement de protestation, les manifestants accusent les autorités d'avoir recours à des hommes, des vandales, pour discréditer leur mouvement. Au Burkina, pour finir, près d'une dizaine d'ONG et associations étrangères interdites d'exercer. Au Burkina Faso, le gouvernement a révoqué plusieurs associations dont les organisations non gouvernementales internationales. Le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, reproche à ces associations le non-respect des tests agissant le fonctionnement des associations et ONG. Près d'une dizaine d'ONG et d'associations étrangères ont écopé d'une révocation de l'autorisation des essais. Et le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, leur reproche le non-respect de l'obligation de signature de la convention d'établissement. Pour le dire plus simple, toute organisation étrangère qui exerce sur le territoire burkinabé doit signer une convention avec l'État telle que régie par la loi sur les associations. Ainsi, le gouvernement reproche donc aux associations de ne pas avoir respecté ces dispositions ou bien de ne pas avoir renouvelé leurs agréments, comme l'explique une source à Ouagadougou. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec la météo de ce jour.
Programme Ciné-Club avec le film Zinder. C'est un rendez-vous à prendre, mesdames et messieurs, le mardi 15 juillet prochain à partir de 19h00 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Et rassurez-vous, l'entrée, elle est libre. En résumé, Zinder parlant de Akarakara, un quartier marginalisé de Zinder au Niger, historiquement celui des lépreux où règne une culture de la violence entre gangs. Certains jeunes tentent de s'en sortir, fonder une famille parfois et s'offrir un avenir autre que celui de la prison. La réalisatrice Aïcha Maki, originaire de Zinder, filme au plus près leur quotidien partagé entre le gang, la famille, la débrouille et cette volonté de sortir du cycle de violence dans laquelle ils se sont construit. Le programme cinéma est à prendre, mesdames et messieurs, le mardi prochain, le mardi 15 juillet 2025 du moins. C'est à partir de 19h00 avec le film Zinder. Et l'entrée, elle est libre et gratuite. Ce qui est libre est naturellement gratuite. C'est donc la fin de la note culturelle, mesdames et messieurs. Nous allons à présent faire un petit tour au service commercial. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale. Ce matin, nous recevons pour vous le président du mouvement Rassemblement pour la paix, un mouvement qui s'est allié il y a quelques jours au parti Nouvelle Force Nationale, présidé par Apollinaire Avoignon. Monsieur Ansène Fainou, bien le bonjour. Oui, bonjour à vous, Madame Latifat, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, d'entrée, d'abord, dites quelles étaient les idéologies, la vision et depuis quand le mouvement Rassemblement pour la paix a été créé? Ça fait beaucoup de questions, hein? Oui, non, mais écoutez, comme vous l'aviez déjà annoncé, je suis Arsène Fagnenou, président du mouvement Rassemblement pour la paix. Eh bien, il faut le rappeler, le Rassemblement pour la paix est un mouvement donc qui promeut des valeurs républicaines de paix, de vivre ensemble et d'unité nationale. Et donc, pour vous rappeler un peu les contextes, c'est un mouvement qui est créé depuis 2019 et qui fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à ce jour. Alors, pourquoi avoir décidé de fusionner avec le parti NFN? Fusionner avec le parti NFN, il faut que je rappelle que historiquement, le mouvement du Rassemblement pour la paix, dans le processus de l'animation de la vie politique, a eu à mener des combats. Et donc, vous nous avez vu au front, dans plusieurs reportages, et donc, dans les décisions politiques que nous prenons, il juge que à un moment de l'histoire, nous nous rallions au parti la Nouvelle Force Nationale, puisque nous avons un objectif à atteindre. Cet objectif que nous voulons atteindre, c'est réussir à avoir la main. Réussir à avoir la main. Et avoir la main pour nous, c'est de participer aux élections législatives et communales de 2026. Alors, Arsène Fainou, pourquoi le choix d'un parti de l'opposition et pourquoi principalement le parti NFNA et non le parti Les Démocrates? Non, le parti NFN, parce que c'est un espace, aujourd'hui, le parti NFN, la Nouvelle Force Nationale, comme son nom l'indique, est un terreau favorable pour quand même la jeune génération que nous constituons de nous exprimer. Et donc, quand je prends les structures de la NFN et principalement le président Wilfried Avoignon, un homme très ouvert qui accorde beaucoup d'intérêt à la jeunesse. Donc, nous nous sommes dit, il faut un espace pour nous aujourd'hui, aux représentants, aux différentes structures
de la RP l'espace que nous avons trouvé pour mieux nous exprimer, pour mieux atteindre nos objectifs pour 2026. C'est bien sûr la nouvelle force nationale. Et donc, nous allons participer aux élections législatives et communales à venir sous la bannière de la NFN avec la casquette de la nouvelle force nationale. Alors, vous disiez tantôt que nous vous avons vu militer, et ça c'est vrai. Et je demandais tantôt pourquoi un parti de l'opposition, parce que entre-temps, il fut un temps où nous vous avons vu militer pour la continuité du chef des actions du chef de l'État, Patrice Talon. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, d'abord, la nouvelle force nationale et les démocrates, ils sont du même père. Voyez-vous, c'est des frères consanguins, puisque la nouvelle force nationale s'inscrit dans l'opposition et les démocrates aujourd'hui sont un parti de l'opposition. Donc, il faut donc que ce soit les démocrates, que ce soit la nouvelle force nationale, le Rassemblement pour la paix aujourd'hui, comme si on peut bien le dire, s'inscrit dans la logique de l'opposition béninoise. Et donc, l'opposition béninoise, mais une opposition, pas une opposition radicale. Nous sommes aujourd'hui une opposition modérée. Voyez-vous, aujourd'hui, notre objectif, c'est que puisque, comme vous l'aviez dit, c'est vrai, vous nous avez vu militer, nous avons été au contact des populations, nous avons été au contact de la base et recueilli les revendications du peuple béninois. Mais aujourd'hui, Madame Latifat, laissez-moi vous dire que le peuple béninois aujourd'hui veut se démarquer des deux figures qui caporalisent l'échiquier politique béninois, c'est-à-dire la mouvance du président Patrice Talon et l'opposition radicale de Boni Yayi. Aujourd'hui, les Béninois veulent une nouvelle offre. Et c'est cette nouvelle offre-là, aujourd'hui, à travers la NFN, que nous sommes joints, nous avons fait alliance pour défendre véritablement l'idéologie, le point de vue et les revendications du peuple béninois. Donc, la bipolarisation de la politique béninoise aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui n'en veut plus. La jeunesse veut se démarquer et se repositionner véritablement pour atteindre ses objectifs. Président Arsène Fainou, aujourd'hui, est-ce parce que votre leader pour qui vous avez milité, pour qu'il puisse continuer les actions du chef de l'État, Patrice Talon, je veux bien nommer Olivier Boko, est-ce parce qu'il est emprisonné aujourd'hui que vous avez changé d'idéologie et de se rallier à l'opposition? Non, Madame Latifat, l'objectif n'a pas changé. D'accord. L'objectif n'a pas changé. Voilà, l'objectif n'a pas changé. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est vrai que notre militantisme, nous sommes basés, nous avons défendu une personne, à la personne de Olivier Boko. Nous avons défendu une personne. Mais pour nous, puisque notre leader en qui nous avions cru dans le temps n'est plus apte aujourd'hui à continuer la lutte avec nous, il faut que nous nous repositionnons pour mener la bataille du peuple. Et donc aujourd'hui, nous ne nous inscrivons plus dans le combat d'une personne, mais nous nous inscrivons dans la bataille du peuple béninois. Et la bataille du peuple béninois aujourd'hui, c'est de se démarquer des deux pôles, du pôle de la mouvance et du pôle de l'opposition radicale pour apporter une nouvelle offre au peuple béninois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors vous reprochez quoi à la gouvernance actuelle? Non, la gouvernance actuelle, vous savez, les crises successives que nous avions connues depuis 2019, lors des législatives de 2019, les différentes crises, le faible taux de participation aux différentes élections de 2019 et de 2023 nous interpellent aujourd'hui. Voyez-vous, ça nous interpelle. Et donc, nous avons constaté et nous avons compris aujourd'hui que le peuple béninois veut une nouvelle offre. Et c'est cette nouvelle offre, c'est dans la logique de cette nouvelle offre-là que nous nous inscrivons véritablement pour les élections générales de 2026. Et donc, le peuple aujourd'hui qui constitue une troisième voie pour nous, nous avons obligation de véritablement nous organiser et de répondre aux aspirations du peuple béninois. Et puisque j'étais en train de vous le souligner et tout à l'heure,
les objectifs n'ont pas changé. Avant de terminer, hein, vous faites partie de l'un des mouvements ayant soutenu la candidature de Olivier Bokor. Aujourd'hui, dans l'opposition, vous ne craignez pas une confusion à ce que les gens pensent que c'est le leader qui se rallie comme ça à l'opposition? Non, est-ce que c'est le leader qui se rallie à l'opposition? Non, notre politique que nous avons menée, notre militantisme, et nous avions vu que, vous savez, la politique est un combat générationnel. Et donc, dans notre génération, nous sommes dit, il faut que la génération, cette nouvelle génération-là, puisse être au pouvoir pour 2026. La génération, ce n'est pas une question d'âge. Non, c'est une question d'idée. Et il y a des aînés dans une génération. Et voyez-vous, et nous avions vu Olivier Bokor comme un aîné d'une nouvelle génération qui peut véritablement porter les aspirations du peuple béninois pour 2026. Et la suite, vous avez constaté comment les choses ont donc évolué. Donc, par conséquent, comme je l'ai dit, nous nous inscrivons dans une dynamique du peuple qui a besoin d'une nouvelle offre pour 2026. Sortie des deux pôles, le pôle de la mouvance et le pôle de l'opposition radicale, puisque ces deux pôles aujourd'hui sont portés par des figures emblématiques qui sont en guerre permanente. Et nous, aujourd'hui, nous en avons assez de cette guerre-là. Le peuple béninois, aujourd'hui, est fatigué. Et donc, comme le dit la NFN Etiko, il faut véritablement que nous fassions autrement la politique. Alors, pour vous résumer, hein, si le mouvement Rassemblement pour la paix se rallie à l'opposition, cela n'est pas synonyme que Olivier Bokor est de l'opposition. Non, Olivier Bokor n'a jamais dit oui à l'offre, à la pêche que on lui tendait. Oui. Il n'a jamais accepté cette pêche-là que le Rassemblement pour la paix lui avait tendue. Voyez-vous, il n'a jamais dit oui, je suis candidat. Il n'a jamais accepté cette offre. C'était un mouvement populaire qui voyait en lui une capacité pour peut-être assurer la continuité. Assurer la continuité pour nous ne veut pas dire nécessairement continuer pas à soutenir talent. Non, la continuité c'est le pouvoir. Et le pouvoir, depuis 1990, nous sommes à l'ère du renouveau démocratique. Et pour nous, la continuité, c'est à partir de 1990 à nos jours. La continuité, il ne s'agissait pas de la continuité des actions du président Patrice Talon, mais il s'agissait de la continuité de la démocratie, des acquis de la conférence nationale de 1990 que nous, on invitait Olivier Bokor à porter. Voilà. Alors, Arsène Faino, avec cette fusion avec le parti NFN, quelles sont les attentes des militants du Rassemblement pour la paix? Non, aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai parlé de la coalition, d'une coalition, puisque aujourd'hui, la NFN, vous allez constater qu'il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui s'inscrivent dans cette démarche-là du mouvement Rassemblement pour la paix. Et donc, nous avons plusieurs partis politiques, plusieurs mouvements politiques qui se sont mis ensemble pour porter véritablement les aspirations du peuple béninois pour 2026. Voyez-vous? Et donc, pour la casquette, le parti aujourd'hui inscrit dans cette coalition qui remplit les conditions juridiques, c'est bien sûr la nouvelle force nationale. Et donc, c'est pour ça que tous au sein de cette coalition-là, nous portons la casquette de la NFN. Alors, dans les prochains jours, est-ce qu'on doit s'attendre à un ralliement du mouvement, la coalition de la troisième voie au parti NFN? Oui, effectivement, oui, puisque nous sommes déjà en alliance. Il y a des travaux qui se font. Nous avons un protocole de convention de la troisième voie qui est en train d'être signé par plusieurs partis politiques, qui est en train d'être signé par plusieurs mouvements politiques. Donc, c'est déjà un vivre ensemble que nous sommes en train de développer. Et c'est ce que nous recommande aujourd'hui le peuple béninois. Vous savez, la destinée du Bénin pour 2026 sera confiée à la coalition de la troisième voie. Soyez-en rassurés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à l'entame qu'il fallait que nous ayons la main. Et avoir la main pour nous signifie donc
réussir à avoir des députés à l'Assemblée nationale, réussir à avoir des conseillers, réussir à avoir des maires au sein de nos municipalités. Voilà l'objectif que nous nous fixons à ce jour pour les échéances à venir. Et voyez-vous, et au-delà de ça, quand on aura la main, nous aurons la possibilité de revoir ce qui a été mal fait. Et ce qui a été mal fait pour nous, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses. D'accord. Pour finir, Arsène Fanfan-Inou, on voit que le parti NFN s'agrandit. Quelle est la finalité? Le parti va-t-il se mettre en accord de gouvernance avec les démocrates pour aller aux élections, ou il participera aux élections comme un parti indépendant? Nous sommes, vous savez, la loi nous donne aujourd'hui la possibilité d'aller en accord de gouvernance avec tous les partis politiques de l'opposition. Voyez-vous, et aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques inscrits dans le registre de l'opposition, nous en avons au moins 6 partis inscrits dans le registre de l'opposition. Pourquoi c'est seulement aux démocrates que vous vous attachez? Bon, juste pour savoir, question de curiosité, si ce n'est pas les démocrates, ça sera qui alors? Les FCBE? Oh non, mais au moment venu, nous vous informerons. Merci à vous, Arsène Fanfan-Inou. Un mot de fin pour terminer? Non, un mot de fin, donc c'est un appel, un double appel que nous lançons à tous ceux qui hésitent encore à rejoindre la coalition de la 3e voie. Et donc, pour dire que la coalition de la 3e voie aujourd'hui est ouverte à toutes les formations politiques, à tous les mouvements et associations politiques, pour que nous puissions véritablement sortir de la bipolarisation du clivage politique de la mouvance et de l'opposition radicale. Merci à vous, Arsène. À présent, la revue de presse réalisée par Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité est un peu maigre ce mardi, mais plusieurs journaux sont revenus sur la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par les députés dans l'affaire dite Polé Akpona. Après l'adoption de la proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire pour le contrôle de la gestion des fonds alloués à la fourniture d'eau potable et d'électricité dans la commune de Parakou et ses environs le vendredi 4 juillet dernier par l'Assemblée nationale, en sa séance plénière, les membres devant siéger au sein de cette commission sont désormais connus. L'information est traitée par le quotidien Fraternité, le matinal, Dynamis Info, l'économiste, l'emblème du jour, Bénin Intelligent et l'informateur. Composé de 10 membres, dont des députés issus des 3 groupes parlementaires qui siègent au Parlement, cette commission traduit la volonté des représentants du peuple de garantir transparence, redevabilité et bonne gouvernance, souligne Fraternité. Elle est mise en place à la suite des déclarations controversées de Polé Akpona à Parakou, évoquant des supposés détournements de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA dans la gestion de projets d'accès à l'eau potable, rappelle l'apparition. Ces propos tenus dans un contexte politique ont déclenché une vive polémique et ont conduit à son limogeage du gouvernement le 26 juin dernier. L'enjeu de cette commission est donc double, souligne le quotidien de Ménotin. Il s'agira, selon la publication, de vérifier la véracité des allégations faites par l'ancien ministre et d'évaluer la gestion passée des fonds publics affectés aux infrastructures d'eau et d'électricité dans le septentrion. Face au scandale de l'eau et de l'électricité à Parakou, 10 députés en mission vérité écrit à sa une l'emblème du jour. Fraternité décline l'identité des 10 députés, dont 4 du groupe parlementaire de l'Union progressiste Le Renouveau, Adomaou Jérémy, Nouemou Domitien, Demedi Denise, Dossou Louis, 3 du groupe parlementaire
parlementaires Bloc républicain, Gansé Armand, Seibou Abdul Malik, Sossou Kazmir et 3 également du groupe parlementaire Les Démocrates, Acha Denourenou, Worukubu Abibou, Oussou Nounayon Célestin. Cette répartition, bien que conforme au test, n'échappe pas à la critique, fait observer le journal. Alors, une commission de plus s'interroge le journal de Ménotin. En tout cas, elle constitue un test de maturité pour le Parlement béninois, souligne Fraternité, car les précédentes commissions d'enquête n'ont souvent accouché que de silence ou de rapports restés dans les tiroirs. La présente commission d'enquête sur les siphonnages doit être celle de la rupture avec les pratiques du passé, recommande la publication. Donc, pas de complaisance, pas de langue de bois, pas de semblant. Elle doit établir les faits et, si nécessaire, formuler des recommandations fortes pour prévenir d'éventuels abus dans la gestion des ressources publiques. La commission a donc désormais la lourde tâche de faire la lumière sur cette affaire sensible et d'en tirer des conclusions objectives, loin des considérations politiques, conclut Fraternité. Pendant ce temps, Dynamis Info voit un Paulin Akponan qui pourrait payer le prix fort de son inexpérience politique. Car, selon mon confrère, si les dénonciations faites par l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines se révèlent sans fondement, cela compliquera la situation de Paulin Akponan, déjà mal vu par sa famille politique. Lui qui, de par ses propos, a fait couvrir de doute à la transparence des procédures de la rupture, paiera en tant que tel pour ses déclarations si elles s'avéraient calomnieuses, souligne Le Quotidien. En plus de son éjection du gouvernement, la justice, déjà saisie par son prédécesseur, aura également de la matière pour l'inculper et lui faire appliquer la rigueur de test. Et il paiera dans ce cas pour son imprudence politique, pour n'avoir pas su se réserver, regrette le journal, c'est-à-dire Dynamis Info. Dans la suite de cette revue de presse, Matin Libre s'intéresse à la levée de l'interdiction des exportations des produits vivriers et se demande s'il s'agit là encore d'une manœuvre politique pour 2026. À la faveur de sa rencontre avec la presse le vendredi 4 juillet 2025, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Oumbédi a confirmé la levée de cette mesure instaurée il y a 6 mois par arrêté interministériel. L'objectif, selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, vise à permettre aux producteurs qui peinent à nourrir la population de pouvoir tirer profit de leurs efforts, notamment lorsqu'ils produisent au-delà des besoins de consommation nationale. Nous voulons que nos producteurs s'enrichissent, a déclaré Wilfrid Léandre Oumbédi, rapporte Matin Libre. Si cette mesure est saluée par de nombreux acteurs du monde agricole, son timing interroge. À moins d'un an des élections générales prévues en 2026, certains observateurs soupçonnent le gouvernement de vouloir désamorcer une bombe sociale et politique, rapporte le journal, car l'interdiction depuis son instauration a suscité de vives critiques au sein des populations, notamment lors des descentes sur le terrain des représentants de l'État. La grogne populaire relayée dans de nombreuses localités a mis en lumière les difficultés rencontrées par les producteurs pour écouler leurs marchandises, provoquant une accumulation de stocks et des pertes économiques importantes. Selon Matin Libre, pour plusieurs Béninois, cette levée aurait pu intervenir plus tôt si les soucis réels du gouvernement étaient d'alléger les souffrances des populations. Par ailleurs, quelles que soient les motivations profondes de cette levée de l'interdiction, elle reste un soulagement pour les producteurs et commerçants qui peuvent désormais écouler leurs supplis vers les pays voisins conformément aux tests réglementant l'exportation, fait observer Matin Libre. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, le Matinal et Matin Libre nous apprennent qu'un cambriolage a été enregistré à Kassarou, village situé dans l'arrondissement de Bouhanri, commune de Bembereke, département du Bargou. L'attaque qui s'est produite dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025 aux environs d'1h du matin au domicile du couple El Hadj Bani et son épouse Asia a permis aux malfrats au nombre de 7 lourdement armés d'emporter 15 500 000 francs CFA, rapporte les parutions. Plus de peur que de mal, aucun décès ni blessure n'a été enregistré au cours de ce cambriolage, font savoir les quotidiens. Une enquête serait en cours pour tenter de retrouver les auteurs de ces cambriolages qui se sont volatilisés dans la nature après les forfaits. En attendant de les retrouver, nous nous arrêtons ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre numéro de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonne chance aux candidats au baccalauréat. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission, le meilleur réveil. Place donc à la citation avant de vous souhaiter une très bonne journée. Les obstacles ne sont pas des fins, mais des tests. Alors, mesdames et messieurs, franchissez-les avec audace.